Teachers. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. Donc, sur les conseils de mon avocat, je prends la parole une semaine après la garde à vue qui s'est produite au commissariat de Paris 9. Donc, je vais répondre à vos questions que j'ai reçues. Alors, ça fait exactement une semaine que les faits se sont passés au commissariat de police de Paris 9 où j'ai subi une garde à vue abusive. Alors qu'à la base, nous étions sur une audition libre et mon ancien avocat a eu l'élégance de ne pas m'accompagner. Donc, je me suis retrouvée toute seule dans ce guet-apens. Bien évidemment, je sais que tous les policiers ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont adorables, heureusement, qui ont vraiment les valeurs patriotiques chevillées au corps, qui respectent les citoyens et les citoyennes, heureusement. Je sais que de la ville où je viens, j'ai eu besoin à certains moments de policiers. Ils ont toujours répondu présent. Ils ont super bien fait leur travail. Voilà. Donc je n'ai absolument rien contre les policiers. Voilà. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, il y aura beaucoup moins d'actes racistes, antisémites ou contre les handicapés, contre la différence. Voilà. Donc un petit peu d'humanité dans les forces de l'ordre, ça serait pas mal, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Quand j'ai été relâchée au bout de ces 24 heures, c'était, comme dirait mon Gérard, je ne connaissais même plus mon adresse, quoi. C'était clairement ça, je ne connaissais absolument plus mon adresse. C'est-à-dire que je les ai limite remerciés. J'ai pris mon taxi, je suis partie, je devais voir des amis, notamment ma copine Laura, DJ mannequin, et finalement j'étais tellement mal, j'ai filé dans un train pour la Côte d'Azur, voilà. Je sais même pas si j'ai dormi, non, j'ai même pas dormi. J'ai écrit. Je n'ai pas arrêté d'écrire pendant pratiquement 5 jours. Le 6e jour, là j'avais fini et je me suis dit waouh, ah ouais, en fait j'ai subi quelque chose de terrible. Et ça a été un grand vide. J'ai eu très mal au ventre. J'ai eu très froid, ça faisait une sensation de froid, ça a duré, je sais pas, pendant 2 jours, j'avais extrêmement froid dans tous mes membres, j'avais une partie de mon corps qui était endolorie, je ne le sentais plus, c'est comme si mon corps, je ne le possédais plus, c'était horrible. Donc du coup, je suis obligée de voir un médecin, de voir un psy, parce que encore 7 jours après, je suis impactée. Je la suis dans un petit couloir, la porte se referme, c'était fini. Et là, elle se met gaillardement devant moi, les bras croisés, et elle me dit « Maintenant, il est quelle heure ?» Elle regarde sa montre, il est 14h10, vous êtes en garde à vue. Alors moi, je lui dis « Attendez, on met pas les gens comme ça en garde à vue, madame. Appelez mon avocat et dites-moi qu'est-ce que vous me reprochez. » Parce que je ne savais pas exactement ce qu'on me reprochait. Et à partir de ce moment-là, c'est une cascade de violence. Donc elle se fiche de moi en me disant ah mais vous croyez que vous êtes dans une série américaine, dans un film, ça suffit, hein. On n'est pas sur Instagram là, hein. Vous n'êtes pas en mode influenceuse. Enfin, je la fais courte. J'ai halluciné, donc j'ai quand même répété. J'ai dit bah, s'il vous plaît madame, je voudrais contacter mon avocat parce qu'il m'a dit qu'à tout moment je peux le joindre en cas de besoin. Et là je pense que j'en ai besoin. Et elle a appelé ses collègues, 3 autres personnes, ils se sont mis sur moi
Ils m'ont empêché d'avoir accès à mon téléphone portable. J'étais en train d'appeler un ami avocat, vu que le mien m'avait claqué entre les mains. Et c'était hallucinant. Donc j'ai réussi, je ne sais pas comment, à garder mon téléphone. Voilà. Et à un moment, il y avait mon écharpe qui tombait, mon béret. Enfin, c'était une scène ahurissante. Donc j'ai demandé pitié. J'ai demandé à ce qu'ils arrêtent parce que j'ai cru vraiment qu'ils allaient me tuer. J'ai cru que j'allais y laisser ma peau. Je me suis dit, il y a personne n'est au courant d'où je suis et qu'est-ce que je subis. Donc à un moment j'ai dit ok d'accord, je laisse mon téléphone, mais vous arrêtez de me faire mal. Et là du coup ils ont arrêté. Et il y avait des mecs autour, ça les amusait. J'étais très attendue apparemment, parce qu'il y a même 2 personnes qui se sont occupées de la fouille intégrale que j'ai eue. Donc j'étais en string, en train de me cacher la poitrine comme je pouvais. Et la porte n'était pas fermée en plus. Donc voilà, ça se rinçait bien l'œil au passage. Bref. Et donc il y a une des 2 policières, elles étaient gentilles celles-là, elles ont dit « Ah, mais c'est Estelle par rapport à Instagram quoi. » Et donc j'ai dit oui. Et j'étais en larmes, j'étais en train de pleurer quoi. Et la deuxième dit ouvertement « Ah mais je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis pas d'accord avec ce que font les collègues. » Insulter une personne de Cotorep, et ça ne se fait pas. Et surtout qu'il avait une histoire personnelle très difficile. Et malgré ça, malgré ces explications, les policiers ont continué à l'humilier. Ils l'ont relâché au bout de je ne sais combien d'heures, quoi. C'est juste hallucinant. Donc ces paroles-là m'ont choquée. Et aussi le comportement des femmes. Parce que à savoir que contrairement aux hommes, qui étaient plus un peu idiots, hein, voilà, les femmes voulaient vraiment asseoir leur autorité. Donc c'était beaucoup plus violent. C'était vraiment dans le but d'humilier, de faire mal à travers les paroles. Donc je l'ai observé en plus dans 2 environnements différents, parce qu'à savoir qu'en 24 heures, j'ai fait quand même 2 prisons, 2 cellules différentes dans 2 endroits différents de Paris. Hallucinant. Et donc, dans la première prison, la personne qui m'a mise en garde à vue n'a eu aucune empathie. Peut-être à la fin, et encore, peut-être quand elle a compris que j'étais journaliste et que ça pouvait aller assez loin, l'affaire. Et ensuite, j'ai vécu aussi une autre mésaventure avec une femme dans la 2e prison. Dans la 2e prison où ouvertement la personne m'a dit le fait d'être journaliste, ça veut pas dire que vous êtes au-dessus des lois. Et ensuite, en partant, elle a dit à ses collègues elle a qu'à finir sa nuit celle-là. Mais d'un ton, vous imaginez même pas, c'était vraiment méchant parce que c'était évident qu'on était dans la bavure, c'était évident que ma place n'était pas là. Il faisait beaucoup allusion aux ratonnades et notamment à Barbès, que je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'est vrai que mes réponses ont pu paraître un petit peu à côté, mais culturellement j'étais un petit peu déphasée. Ce sont des actes qui se sont commis en marge de la guerre d'Algérie, donc dans les années 50, et ça a perduré en France jusqu'en 1998. La dernière victime d'une ratonnade, ça a été un étudiant en 1998 qui s'est fait tabasser par des flics. Voilà. Et donc en 2021, vivre ça, c'est juste hallucinant. C'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon article. On n'est pas seulement, sur l'angle du racisme, parce que, comme vous pouvez le voir, je pense quand même, je suis une métisse plutôt un peu claire, je dirais.
Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de problème de racisme. Je me sens pas du tout victime, je me sens pas du tout opprimée et je suis très bien dans ma peau. En revanche, les policiers, en fait, en général, là, par rapport à ce que j'ai observé, s'en prenaient surtout aux personnes sans défense. Donc, ok, ils ont réussi leur coup, ils ont assouvi leur vengeance, mais en tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de toutes les victimes de ces bavures. Donc, aujourd'hui, je mesure les risques que c'est d'écrire et de même réaliser cette vidéo. Mais en tout cas, c'est une vidéo véridique, factuelle. Voilà, je n'invente rien, ce sont des faits avérés.